Bien, bonjour à tous. Merci de rejoindre MGN pour ce nouveau webinaire sur la voix et sur le rayonnement vocal. Nous vous avions accueilli, je crois, en mai dernier pour un webinaire sur la prévention du risque vocal professionnel et nous avions été très heureux de vous compter très nombreux à ce webinaire. C'est donc en quelque sorte un peu une suite qui devrait venir vous permettre de poser des questions, me permettre de vous répondre et aussi me permettre, bien évidemment, de vous faire pratiquer à distance. Alors, j'invite tous ceux qui sont donc présents, éventuellement à voir si près d'eux, ils peuvent s'asseoir confortablement parce que nous ferons donc des exercices. Je vous conseille d'être habillés simplement, d'être à l'aise en tout cas dans vos vêtements, d'avoir de quoi vous asseoir près de votre poste, enfin de votre ordinateur et bien évidemment de vous préparer à pratiquer. Voilà, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà suivi le webinaire précédent? Vous pouvez me l'écrire. Si vous êtes nombreux à avoir suivi le webinaire précédent, eh bien, ma foi, j'éviterai plutôt de vous rappeler certaines choses que j'avais déjà dites. Alors, on me répond, certaines personnes me disent non, pas du tout, pas moi, ok, très bien, merci, moi non. Première fois, pas ok, donc apparemment, vous êtes totalement tous novices en la matière. D'accord, je suis en train de lire en ce moment. Très bien. Alors, donc, ça va. D'accord, très bien. Ben, je vois. Donc, apparemment, spontanément, beaucoup d'entre vous me répondent qu'ils n'ont pas assisté au webinaire. Alors, il faut savoir que eh bien, ces webinaires qui vont vous être déclinés au nombre de 2 eh bien, sont déclinés dans le cadre de la prévention des troubles de la voix menée par MGEN, menée en national, hein, bien évidemment par MGEN, et que MGEN a structuré une politique de prévention du risque vocal professionnel pour les professionnels de la voix depuis déjà pas mal de temps, et qu'en tout cas, celle de l'enseignant, la prévention des risques vocal professionnels chez l'enseignant se déploie de manière très structurée depuis à peu près 2003-2004. Et nous sommes très heureux donc de vous accueillir dans ce cadre. Il faut savoir que la plupart des actions menées par MGEN dans le domaine eh bien, sont faites dans le cadre des réseaux PASS. Les réseaux PASS sont un accord cadre, et c'est un accord cadre que nous avons passé avec l'Éducation nationale qui nous permet justement de proposer des actions de prévention et des supports d'ailleurs de prévention aux agents de l'Éducation nationale. De plus en plus, MGEN se rapproche de la fonction publique, notamment de la fonction publique hospitalière, et donc nous allons bien évidemment nous rapprocher aussi au niveau de la voix de ces nouvelles populations. Alors, eh bien, je vais donc partager est-ce que j'ai beaucoup d'enseignants dans la salle? Est-ce que vous êtes tous plus ou moins enseignants ou pas? Est-ce que vous voulez bien me répondre aussi? Ça va m'aider. D'accord. Ah, pas du tout, me dit Raymond. Personnel hospitalier, très intéressant. Très bien, beaucoup d'enseignants, évidemment, beaucoup d'enseignants, psychologues. OK. Alors, nous allons donc, il faut bien, personnel administratif, OK. OK, donc nous n'avons pas que des enseignants, hein, nous avons un public varié. Écoutez, à ceux qui me répondent, je les remercie. Hein. Alors, nous allons donc déjà aborder les choses en disant que la voix est l'instrument de travail d'un tiers des salariés. Ça veut dire que sur le marché du travail, si je puis dire, on a un tiers de salariés qui sont professionnels de la voix. Un professionnel de la voix, c'est quelqu'un dont l'outil de travail principal est la voix. Alors, bien évidemment, nous avons les enseignants, les comédiens, les chanteurs en première ligne,
Mais nous avons aussi bien d'autres professions telles que les commerciaux, les hommes politiques, les juristes, avocats, juges. Nous avons également les instructeurs militaires, par exemple. Nous avons des personnels tels que les commissaires-priseurs. C'est très important. Et nous avons un peu dissimulé derrière toutes ces populations pour qui, bien évidemment, la voix est l'instrument évident de travail. Nous avons des professions qui sont un peu plus, comment dire, pour lesquelles c'est un peu plus dissimulé. Et je pense bien évidemment aux cadres, aux managers, hein, qui, la plupart du temps, animent énormément de réunions, font des présentations très fréquemment, souvent plusieurs fois par semaine, en public. Je pense aussi bien évidemment aux soignants qui n'y pensent pas, mais dont la voix est un instrument de travail très, très important parce que c'est la voix qui va leur permettre de nouer la relation thérapeutique, la relation d'aide à laquelle ils tiennent tant. Hein, eh bien, c'est la voix qui va être au sein de cette relation d'aide, au sein de cette relation thérapeutique. Et en ce qui concerne les managers, eh bien, c'est la voix qui va leur permettre d'asseoir, bien évidemment, l'autorité managériale, mais aussi de mener les conférences, les réunions et bien évidemment de mener les entretiens hebdomadaires, annuels, etc., avec leur personnel, enfin leurs collaborateurs. Donc, vous voyez que de manière assez furtive et parfois sans que ces personnels-là en aient conscience, eh bien, nous avons énormément de professionnels de la voix. Alors, je pense aussi les gens qui, comment on appelle ça, les agents d'accueil. Les agents d'accueil sont en première ligne. Tous les agents administratifs qui sont derrière un guichet sont évidemment aussi en première ligne. Et parfois, donc, les personnels administratifs qui souvent, contrairement à ce qu'on peut croire, viennent après les enseignants au niveau de l'importance des doléances qui arrivent aux médecins qui s'occupent de ces problèmes de voix. Voyez-vous, c'est très étonnant. Hein. On a d'abord souvent les enseignants et ensuite le personnel administratif. Alors, eh bien, en tous les cas, en ce qui concerne les enseignants, il est évident que le constat, le diagnostic est terrible, hein, puisqu'on a un enseignant sur deux qui vit dans un inconfort vocal constant, qu'on en a à peu près, il y a tous les ans à peu près 20% d'arrêt de travail en rapport avec des pathologies vocales ou d'un inconfort vocal, que nous avons à peu près 16% à peu près alors on va faire un petit peu moins, à peu près 13%, allez, on va dire 13%, qui sont dans l'incapacité de poursuivre leur profession parce qu'une pathologie vocale s'est installée de manière chronique. Et c'est donc vraiment un diagnostic relativement terrible. Hein. Et nous savons bien à MGEN que eh bien, vous n'êtes pas formés de manière homogène sur le territoire, que dans certaines académies, les jeunes enseignants ont énormément de formation et que dans d'autres, eh bien, de formation initiale au niveau de la voix, et que dans d'autres académies, eh bien, ma foi, il n'y a aucune formation ou quelque chose de très, très succinct. Quant aux autres professions, excepté les hommes politiques, excepté les avocats, hein, et les journalistes qui ont des formations, qui ont une formation à l'expression orale, hein, et non pas à la santé vocale, à l'expression orale, selon des modes, la plupart du temps, et qui sont les modes du temps, hein, qui sont les modes de l'époque, parce qu'il y a des modes d'expression orale, des modes vocales, hein, hélas d'ailleurs. Et donc, on sait très bien que, excepté les journalistes, et je disais donc les avocats, les hommes politiques, eh bien, la plupart des professionnels de la voix, managers, médecins, infirmières, aides-soignants, y compris, et même psychologues. Les psychologues ont vraiment beaucoup la voix du psychologue est quelque chose de très important dans la relation pédagogique, la relation thérapeutique, pardon. C'est très, très important. Eh bien, on sait que la plupart de ces gens-là, s'ils n'ont pas une activité vocale conséquente dans leur vie personnelle, hein, s'ils ne pratiquent pas le chant ou s'ils ne font pas du théâtre ou s'ils ne sont pas dans une chorale, etc., eh bien, ce sont des gens qui n'ont aucune formation vocale. Il faut savoir que dans le personnel soignant, il y a tout de même des plaintes, et notamment chez les manipulateurs radio. Voilà, j'en aurais fini donc avec cette petite introduction. Bon, alors,
Donc, vous voyez qu'un grand comédien français qui s'appelait Saint-Saëns-Felsenberg avait écrit Ménager son larynx, c'est un symptôme d'expérience, de sagesse et de goût. C'est un comédien très intéressant parce qu'il a commencé sa carrière à l'époque d'Abel Gance, donc à l'époque du cinéma muet, et il l'a fini à l'époque de Resnais, enfin en 83, à l'époque de Resnais. Et donc, ça veut dire qu'il a su passer de manière harmonieuse et sans fracas pour lui, cette délicate période du moment où le cinéma de muet est devenu parlant. Et on sait que ça a coûté la carrière, voire la vie de certains artistes de théâtre qui n'ont pas pu s'adapter, qui n'ont pas pu adapter leur voix au parlant parce que leur voix ne plaisait pas. N'était pas, c'est le cas de le dire, n'était pas cinématographique, leur voix ne plaisait pas, et que beaucoup, il y en a même, hein, je pense qu'il y en a qui se sont suicidés hein, parce qu'ils ont été obligés d'arrêter leur carrière. Bon, lui, il a donc Saint-Saëns-Felsenberg, il a donc traversé tout ce XXe siècle avec toutes les modifications techniques que le XXe a traversé, eh bien, il l'a passé, il a résisté à la mode et il a continué à travailler une fois le cinéma devenu parlant. Alors oui, Ménager son larynx est un symptôme d'expérience, de sagesse et de goût. Et vous pouvez bien comprendre que l'expérience, la sagesse et le goût, eh bien, c'est tout de même des qualités importantes qui ne seraient, que l'on n'acquiert pas sans le temps. Et donc, c'est très important de comprendre que la voix demande du temps, demande qu'on lui porte intérêt. Et on ne peut pas souvent, on va dire souvent, eh bien, c'est un cheminement qui va mobiliser l'être dans sa totalité, souvent, hein, il faut quand même bien le dire. Alors, voilà, là, on a les chiffres concernant les enseignants, mais vous voyez, on a quand même 20% d'arrêt de travail, 49% d'enseignants à faune, 50% de problèmes de voix pour les enseignants. Alors, l'enseignant notamment, hein, voix et enseignement, c'est quelque chose de difficile parce que l'enseignant a une utilisation supraphysiologique de son organe vocal. Hein, parler prend 13 à 30% de son temps de travail avec une moyenne d'1 million de cycles vibratoires des cordes vocales par jour. C'est énorme, c'est donc une utilisation supraglottique de la voix. La voix est au cœur même de la pratique pédagogique. Mais attention, la voix est au cœur même de toutes les professions pour lesquelles la voix est l'instrument de travail. Hein. C'est-à-dire que pour un médecin, la voix est au cœur de la relation thérapeutique. Pour un soignant, c'est au cœur de la relation thérapeutique. Pour un manager, elle est au cœur de la relation managériale. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Eh bien, écoutez, alors vous savez que la voix est une fonction. Hein. C'est donc une fonction qui nous permet de faire des sons. Un son est caractérisé par la hauteur, donc excusez-moi, un son est caractérisé par la hauteur, qui est la fréquence des vibrations de cordes vocales par seconde, l'intensité, l'amplitude de l'onde de la muqueuse résultant des oscillations de ces cordes des cordes vocales, et le timbre, qui est plus ou moins la transformation du fondamental, c'est-à-dire du son fondamental des cordes vocales par les cavités de résonance. On va voir un peu plus tard ce que c'est. Ça veut dire que je vais là vous demander de faire des sons et qu'il faudra vous concentrer sur ce que vous entendez, à la fois sur ce que vous entendez, ça veut dire que travailler la voix, eh bien, c'est aussi développer sa discrimination auditive. Donc, vous allez essayer de me dire ce que vous entendez, ce que vous sentez, et puis donc ce que vous entendez et ce que vous sentez. Ça veut dire qu'on va essayer, quand on s'occupe de sa voix, on essaie de développer des qualités à la fois kinesthésiques, de développer son répertoire kinesthésique, et on essaie également de développer ce qu'on appelle la discrimination auditive, c'est-à-dire de développer son oreille. Voilà. Alors, il faut juste noter que, vous voyez, à l'école, c'est terrible parce que les enseignantes de maternelle utilisent une hauteur moyenne de 247 Hz, soit 47 Hz environ de plus que la moyenne des professionnels de la voix. Et 75 décibels, c'est l'intensité moyenne de la voix d'un enseignant en classe, soit plus de 9 décibels par rapport aux autres professionnels. On sait aussi que dans les endroits bruyants, eh bien, on est souvent à 90, 100, 110, 120 décibels et que
l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, réclame, enfin préconise une exposition préconise au-delà de 85 décibels, eh bien, on ne peut pas rester durablement au-delà de 85 décibels. C'est absolument déconseillé par l'OMS. Donc, on est vraiment dans des situations chez certains professionnels de la voix qui sont tout à fait, au niveau de l'environnement de travail, qui sont tout à fait préjudiciables et délétères pour la voix. Alors, on va essayer de faire quelques exercices. Tout d'abord, vous voyez, on nous dit, donc je suis en train de lire aussi le fil de discussion, d'accord, ok, bon. Alors, je vous invite à vous mettre debout et vous allez donc vous demander, je vais vous faire des sons, vous allez donc vous demander ce que vous sentez, ce que vous entendez. Et ce que vous sentez, notamment au niveau des différentes parties du corps. Quelle partie du corps bouge et dans quelle direction ça bouge. Je ne veux pas de concept. Je ne veux pas entendre respiration abdominale, respiration ci, respiration. Je ne veux pas de concept. Je veux juste que vous me disiez qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce qui se passe, comment est votre respiration et quelle partie du corps bouge quand, eh bien, ma foi, vous respirez. C'est déjà la première chose. Donc, installez-vous sur une chaise ou mettez-vous debout. Placez tout d'abord, alors voilà, fermez les yeux et essayez, si vous êtes debout, d'imaginer les traces que vous laisserez vos pieds sur une plage de sable fin. Et si vous êtes assis, quelles traces vous laisseriez sur un pouf mou en polystyrène, par exemple? Quelles traces vous laisseriez au niveau des talons, du fessier, de la colonne vertébrale, des épaules? Et essayez calmement de revenir vers vous, de porter un regard sur vous-même et quelles traces vous laisseriez? Ne changez rien. Nous sommes en train de faire un constat dans lequel il n'est pas question de se donner des ordres. La voix déteste les ordres. Dans lequel il n'est pas question de se donner des ordres et dans lequel il n'est pas question de chercher à faire quelque chose. Au contraire. Voilà, donc déjà, avez-vous quelques éléments sur la manière, sur les traces que vous laisseriez sur le sable ou sur le pouf en polystyrène? Et si vous avez des informations, gardez-les en tête. Ne me les donnez pas. Et petit à petit, vous allez être en train de mettre le cerveau en état de produire des informations, en état de ressentir et de produire des informations, et également de recevoir des informations. Et c'est bien évidemment aussi, pour tous les professionnels que la voix sert, dont la voix leur sert à être écoutée, pour tous les professionnels qui cherchent l'écoute, et c'est souvent ça, eh bien, cet exercice va donner beaucoup de renseignements. Alors, maintenant vous avez l'empreinte, vous avez pris connaissance avec l'empreinte que vous laisseriez assis ou debout, vous allez mettre vous allez poser votre main à plat entre le nombril et le pubis. Donc, vous posez une main à plat entre le nombril et le pubis. Et surtout, vous laissez respirer. Est-ce que votre souffle est présent? Est-ce que le souffle est présent là ou pas? Et s'il n'y a pas de souffle, ce n'est pas grave. Est-ce que vous sentez votre souffle? Si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave. Est-ce que le souffle est ample, petit, rapide, lent?
Comment qualifier le souffle? Contraint, libre, accéléré, lent. Est-ce habituel de sentir le souffle là ou pas? Et puis, vous allez ensuite mettre la main au-dessus du nombril, entre la poitrine, entre la poitrine et le ventre cette fois-ci. Et entrez bien en rapport avec votre peau. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous pouvez éventuellement relever le pull, le chemisier. Alors là-bas, je pense qu'en Guyane, vous n'avez pas de pull, mais votre chemise ou votre t-shirt, relevez le t-shirt, la chemise, placez bien la peau contre la peau de la main contre la peau du ventre. Et concentrez-vous non pas tellement pour l'instant sur le souffle, mais sur le contact de la peau contre la peau. Y a-t-il du souffle à cet endroit-là du corps? Le souffle vient-il s'exprimer là? Et s'il n'y a pas de souffle à cet endroit, c'est pas grave. Comment le souffle s'exprime-t-il là? Et laissez respirer. Et si pour ceux qui sentent le souffle, est-ce habituel de sentir le souffle là? Et surtout, comment le caractériser? Et puis, vous allez maintenant mettre une main. Vous allez donc faire glisser la main que vous aviez à cet endroit-là. Vous allez la faire glisser du côté de votre bras vers la dernière côte de la cage thoracique, les doigts vers le bas. Donc, vous allez glisser et aller les doigts vers le bas, les placer sur la base de la cage thoracique, sur le côté. Donc, je montre, c'est-à-dire que j'avais la main là, je vais glisser et venir la placer à la base de la cage thoracique, les doigts vers les pieds. Soyez bien en contact avec votre peau et allez doucement. Et vous mettez votre main, la paume de la main contre la peau de la cage thoracique, contre la dernière côte de la cage thoracique, les doigts vers le bas. Entrez bien en contact avec la peau et laissez respirer. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à modifier. Juste allez voir là si le souffle est présent sur ce flanc-là de nous-mêmes. Est-ce que le souffle est présent sur ce flanc-là de vous ou pas? S'il est absent, ce n'est pas grave. Est-ce que le souffle, s'il est présent, est-ce que le souffle est rapide, lent? Est-ce que le souffle est comprimé, haletant, contraint, ou au contraire libre, discret, ample? Comment le caractériser? Très bien. Et vous allez mettre l'autre main de l'autre côté en même temps que vous gardez la première main au même endroit. Donc, vous allez vous mettre sur les deux flancs de vous-même, et vous allez laisser respirer des deux côtés. Est-ce que les deux côtés respirent de la même manière? Vous pouvez vous le demander. Et laissez respirer. Le souffle est-il présent? Est-il absent? Est-il symétrique parfaitement ou dissymétrique? Est-il rapide, lent, etc. Et petit à petit, vous êtes là en train d'entrer dans l'état nécessaire
à la fois à l'apprentissage, à tous les apprentissages et notamment à celui du geste vocal. Et vous allez donc ensuite presser en soufflant et relâcher la pression pour laisser revenir le souffle. Donc, vous allez souffler en pressant. Quand vous êtes arrivé à peu près à la fin, vous relâchez la pression et vous laissez l'air revenir. Vous laissez l'air revenir. Il n'est pas question d'aspirer ou de tirer l'air en soi. Il est question de laisser revenir l'air. Donc, vous pressez, vous laissez et une fois que vous êtes arrivé à la fin de l'expiration, mais sans vous trouver mal pour autant, n'allez quand même pas trop loin, vous lâchez un peu la pression et vous laissez revenir l'air. Et pouvez-vous constater quel est l'espace sur les côtés de vous-même où le souffle peut s'exprimer? Est-ce habituel de sentir le souffle là ou pas? Est-ce que c'est facile, difficile, désagréable, agréable? Essayez juste pour vous-même. Je vois qu'il y a des retours très riches sur le fil de discussion. Il y a des retours importants. Et puis, vous allez maintenant lâcher une main et monter l'autre main juste sous la poitrine, au centre ici, au creux épigastrique. Juste vous mettez la main là et vous essayez de voir ce que ça provoque à l'arrière de vous-même. D'une part, ce que ce contact à cet endroit provoque à l'arrière de vous-même. Et ensuite, est-ce que l'endroit où vous avez la main est dur, relativement mou, moyennement dur, etc. Quel est le contact en dessous la peau? Et vous allez maintenant mettre la main sur le plateau sternal, c'est-à-dire au-dessus de la poitrine. Au-dessus de la poitrine, et vous allez laisser respirer à cet endroit. Est-ce que le souffle est présent ou pas? Est-ce que c'est habituel ou pas de sentir le souffle ici? Est-ce que le souffle est lent, rapide, etc.? Et puis, vous allez maintenant presser sur le plateau sternal, c'est-à-dire presser en soufflant et relâcher. Une fois que vous serez arrivé à la fin de l'expiration, relâchez pour accueillir le retour de l'air. Très bien. Et vous allez maintenant venir mettre vos mains à l'arrière de vous, en bas de la cage thoracique, dans le dos. À l'arrière de vous, en bas de la cage thoracique, dans le dos. Essayez de voir si le souffle vient s'exprimer à l'arrière de nous-mêmes. La cage thoracique est circulaire. La cage thoracique est circulaire et les côtes flottantes sont aussi à l'arrière. L'anse des côtes flottantes se trouve aussi à l'arrière du dos. Essayez de voir si c'est habituel ou pas de sentir le souffle ici. Et pour ceux qui ne le sentent pas, mais ils ne le sentent pas, mais ce n'est pas grave. Quel est l'espace possible pour le souffle à l'arrière de nous-mêmes?
Et soyez bien peau contre peau, c'est quelque chose de très important. Le souffle a beaucoup à voir avec la peau. Très bien. Et là, avec l'œil de l'imaginaire, vous allez essayer de retrouver, vous allez essayer avec l'œil de l'imaginaire de retrouver votre sable fin pour ceux qui étaient debout et votre pouf en polystyrène pour ceux qui étaient assis. Et une fois que vous l'avez retrouvé avec votre imagination, eh bien, essayez de voir quelle est l'empreinte que vous laissez sur ce pouf. Est-ce que l'empreinte est différente ou pas? Essayez de voir quelle trace vous laisseriez sur le sable au niveau de la voûte plantaire et sur le souffle et sur le pouf en polystyrène. Quelle trace vous laisseriez au niveau du dos, du fessier, des talons, des épaules? Et essayez également de voir comment ça respire à présent. Comment ça respire à présent? Y a-t-il une différence entre avant et après l'exercice au niveau des traces que vous laissez, que vous laisseriez, et au niveau du souffle? J'attends vos retours dans le fil de discussion si possible. Est-ce que le souffle, vous pouvez caractériser le souffle de la même manière que vous l'avez caractérisé au début ou pas? Et quelles sont les traces que vous laissez? Pour les personnes qui ont fait ça assises, je conseille aussi de se mettre debout afin de voir comment le corps veut se placer. Il faut suivre juste ce que le corps demande. Ah, merci Stéphanie. Donc, un peu plus ancré dans le sol, empreinte plus homogène, plus équilibrée, un peu plus légère. Merci Ada Brijon, merci Stéphanie. NGF, ok, merci. Génélant ou genelent, plus profonde, d'accord, la respiration, je suppose. Chamoul, souffle plus lent. Très bien. Vous voyez que vous ne dites pas tous la même chose. Trace plus profonde au sol. Merci. Tout ça est très bien. Trace légère, très bien. Très bien. Et puis maintenant, vous allez essayer, tout en restant soit assis, soit debout. Merci Micheline. Vous allez essayer donc de garder en mémoire cette sensation à la fois du souffle et de la position que vous avez, des sensations que vous évoquez. Vous allez les garder et vous allez vous imaginer faire juste un son. Par exemple, un son, n'importe quel son, juste un son, pas quelque chose de, pas une chanson, un son, un peu chanté comme ça, un son. Voilà, vous imaginez faire un son. Voilà, et vous essayez d'entendre ce son, de l'imaginer ce son, de voir comment il se présente, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est difficile, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est rayonnant, est-ce qu'il est sourd, est-ce qu'il fait mal, est-ce qu'il ne fait pas mal, est-ce qu'il est confortable, pas confortable. Oui, est-ce qu'il est confortable ou inconfortable ou moyennement confortable. Et puis, vous allez reprendre la première position, celle du départ,
hein, celle, la première qu'on avait étudiée avant de faire le petit exercice, vous allez essayer de retrouver cette position. De voir quelle est la différence entre la deuxième position, c'est-à-dire celle après l'exercice, et la première position. Donc, vous me l'avez déjà dit, hein, puisqu'on a penché vers l'avant, trace plus légère et droite, trace légère, souffle actuel. Alors là, c'est sur trace plus profonde au sol, etc. Vous voyez, on a parfois trace plus légère, parfois trace plus profonde. Et vous allez donc vous amuser à passer de cette seconde position avec le second souffle à la première position et avec le premier souffle, la première manière de respirer. Alors, ceux qui sont debout, faites-le. Ceux qui sont assis, c'est pareil, hein. Essayez de bien vous rappeler des sensations que vous aviez au démarrage et des sensations que vous avez eues à l'arrivée après l'exercice, à l'issue de l'exercice. Ça n'est pas facile ce que je vous demande, donc ça demande de travailler beaucoup avec sa mémoire kinesthésique. Alors, remettez-vous sur la deuxième position, là, donc après l'exercice, la position et le souffle d'après l'exercice. Et mettez-vous ensuite sur la position et le souffle avant l'exercice. Essayez de voir. Donc, on va faire position 2, souffle 2. Donc, après l'exercice, position 2, souffle 2. Et imaginez à nouveau un son fait comme ceci. Et puis maintenant, passez à la position 1, le souffle 1, avant l'exercice. Et imaginez un son fait comme ça, en se positionnant comme ça et en respirant comme ça. Imaginez. Quelle texture a le souffle, le son, pardon. Quelle texture a le son? Est-ce que c'est facile, confortable ce son fait de cette façon-là ou pas? Repassez à position 2, souffle 2, et refaites un son dans votre tête, un son imaginaire. En position 2, souffle 2. Et puis repassez en position 1, en souffle 1 et refaites un son 1. Et essayez de voir ce qui se passe, quelle est la différence. Merci à Dabrijon, merci à tous ceux qui me donnent des réponses qui sont très intéressantes, très, très intéressantes. Merci à Merlin, à Guadeloupe, merci. Merci à NGF. Merci Guadeloupe. Merci Stéphanie. Ok, merci Srich, pardon. Ok, alors si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les rouvrir. Si vous pouvez les rouvrir et en tout cas, vous pouvez
vous rasseoir, vous détendre, vous asseoir, voir comment le corps se rassoit, comment le corps veut s'asseoir. Et nous allons donc un peu expliquer, à l'issue de cet exercice, nous allons expliquer un peu comment fonctionne la voix. Vous venez de faire l'exercice qui soulage, un des exercices qui à la fois soulage de la fatigue vocale et à la fois donne des pistes de travail pour aller mieux vocalement. C'est-à-dire que vous avez à la fois deux choses. Un exercice qui est tout simple, qui va vous détendre et qui va vous permettre de récupérer de la fatigue vocale ou du surmenage vocal, et qui vous permettra aussi d'avoir des pistes pour améliorer votre geste vocal, notamment au niveau du souffle et de la posture. Donc, c'est un exercice que je recommande à tout le monde, ça ne peut pas faire de mal. Vous le faites soit assis, soit couché. Debout, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche aussi, la preuve. Et c'est un exercice vraiment de base. Alors, on va essayer d'aller un peu dans l'univers de la voix, de rentrer dans l'univers de la voix et d'essayer de comprendre pourquoi cet exercice, en fait, marche. Pourquoi, sans avoir fait un seul son, vous me faites des retours extrêmement riches qui prouvent que, ma foi, vous avez à peu près compris, mine de rien, beaucoup de choses, alors que je n'ai fait aucun apport théorique pour l'instant. Alors, on va aller dans... il faut que je réouvre mon PowerPoint et on va aller dans, à nouveau, le support. Donc, vous aviez donc, ça se présente donc comme un klaxon à l'ancienne et vous aviez donc une poire à air comme un klaxon tout en bas, surmonté d'un tuyau, et tout en haut, vous aviez un amplificateur. Vous voyez qu'en filigrane, ce qui apparaît de notre corps, ce sont nos poumons, les bronches, la trachée, et tout en haut, ce sont notre visage. Eh bien, si je continue à entrer encore plus précisément dans le corps, vous voyez que vous avez l'étage de la soufflerie avec le diaphragme ici, les poumons, les bronches, la trachée. Tout en haut de la trachée, vous avez ici le larynx qui est un peu haut sur mon dessin. Normalement, le larynx est un peu plus bas dans le cou. Vous avez donc le larynx tout en haut de la trachée. Et puis, tout en haut, vous avez, ma foi, ce qu'on appelle l'espace des résonateurs. Et dans les résonateurs, vous avez essentiellement la bouche, les fosses nasales et le pharynx. Alors, vous voyez comment ça se passe. Eh bien, ça se passe que les poumons envoient de l'air dans la trachée. Cet air va remonter au niveau du larynx, va venir rencontrer les cordes vocales. Il va donc se produire une vibration, un son va être émis. Et pour que ce son soit amplifié et devienne du langage, eh bien, il a besoin de passer par le traitement de nos résonateurs qui sont eux-mêmes des cavités remplies d'air. Et ces cavités emplies d'air, au passage du son, dans leur espace, vont elles-mêmes se mettre à vibrer à une certaine fréquence. Du couplage des deux fréquences, des fréquences laryngées et des fréquences des résonateurs, va naître ce qu'on appelle le timbre de la voix. Donc, ça veut dire que à l'étage inférieur de ce qu'on appelle l'appareil vocal ou encore l'appareil phonatoire, eh bien, à l'étage inférieur de cet appareil se trouve une soufflerie qui va produire un moteur aérien, moteur de la voix. Ce moteur aérien, cette énergie aérienne va être transmuée en énergie acoustique au niveau du larynx et pour être amplifié, pour que le signal sonore fourni par le larynx soit amplifié et devienne du langage avec suffisamment d'intensité et soit aussi du langage articulé, eh bien, il va falloir qu'il passe dans nos cavités de résonance, essentiellement la bouche, le pharynx, et on a des résonances au niveau aussi des fosses nasales. Donc, vous voyez qu'on a donc un appareil vocal qui est fait de 3 étages. Par exemple, pour chanter de l'opéra, on utilise 300 muscles. Vous voyez que cet appareil vocal va donc mobiliser énormément de muscles, va mobiliser tout
le corps, hein, quasiment en tout cas tout le torse et le visage et le cou, et que également cet appareil phonatoire est maintenu vertical dans l'espace. Ça veut dire que beaucoup des organes de cet appareil sont rattachés de près ou de loin à la colonne vertébrale qui les maintient verticaux, qui les maintient à la verticale. Hein. Donc, on a vraiment un appareil étrange dans le sens où il est vertical. Ici, il appartient bien à l'humain. Hein. Nous sommes les seules créatures les seules créatures de la Terre verticales, vraiment verticales. Les singes font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas tout à fait encore comme nous. Et vous voyez qu'il y a aussi autre chose à signaler, c'est que cet endroit-là nous permet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cet endroit-là qui est le vibrateur, nous permet aussi de respirer et de déglutir. Ça veut dire que cet endroit-là, qui est tout petit, hein, les cordes vocales, c'est 2 cm de long sur 3-4 mm de large, eh bien cet endroit-là, c'est un endroit qui va à la fois permettre 2 fonctions vitales, telles que la respiration et la déglutition, et une fonction sociale qui est la phonation, c'est-à-dire le fait de parler. La phonation est une fonction extrêmement sophistiquée qui est possible parce que cet endroit du corps qui sert à assumer 2 fonctions vitales, eh bien, peut fonctionner d'une manière différente qui lui permet d'assurer une fonction sociale. Et voilà, et donc ce qui est très important, c'est de comprendre que, eh bien, pour qu'un son soit libre là, pour qu'un son ne fasse pas mal, pour qu'un son soit agréable, pour qu'on puisse moduler sa voix, qu'on puisse moduler la voix en hauteur, moduler en intensité, pour qu'on puisse être écouté, pour qu'on puisse charmer un auditoire, pour qu'on puisse chanter une chanson ou jouer des pièces de théâtre, pour dire je t'aime à son amoureuse ou à son amoureux, eh bien, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de son corps très différemment en fonction de la situation de parole. Et pour que le geste reste toujours harmonieux, qu'il ne fasse pas mal, eh bien, on va être obligé de faire marcher ensemble des parties du corps qui, normalement, vont tirer à hu et à dia dans tous les sens de leur côté. Et ça veut dire qu'on va être obligé de favoriser l'équilibre entre le diaphragme, le travail inspiratoire du diaphragme et le travail expiratoire des côtes. On va être obligé donc de faciliter l'équilibre entre, pardon, je me suis trompée, excusez-moi, on va être obligé de trouver un équilibre entre la pression des muscles abdominaux qui sont des muscles expirateurs avec le diaphragme qui est le muscle inspirateur. On va ensuite être obligé de trouver un équilibre entre le diaphragme entre la pression d'air qu'on va envoyer au niveau du vibrateur, c'est-à-dire qu'on va être obligé de trouver un équilibre entre la fermeture des cordes vocales et la pression d'air qui va leur demander de s'ouvrir. Et puis ensuite, on va être obligé de trouver un équilibre entre la pression qui aura été envoyée là et celle qui va être produite. Il va y avoir une pression aussi produite au niveau des résonateurs. Donc, ça veut dire qu'on est dans un équilibre de pression qu'il va falloir installer au sein d'une posture qui va demander de rendre possible notamment une certaine respiration. Vous m'avez parlé d'une respiration plus basse, etc. Donc, ce qui va aider à la respiration beaucoup, ça va être la posture. Mais la respiration peut en retour également aider aussi à la posture. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je raconte ? Et vous voyez, donc, notre exercice du départ, c'est un exercice qui travaille à partir du souffle, qui libère tous les endroits où vient s'exprimer le souffle et qui, curieusement, une fois que ces endroits ont été libérés, permettent au corps de se positionner différemment. Donc, vous voyez que la posture que vous avez ressentie après l'exercice va être une posture qu'il va falloir exploiter, notamment lorsque vous avez à parler longtemps, lorsque vous avez à chanter, lorsque vous avez à convaincre un auditoire,
convaincre un client, convaincre la hiérarchie, convaincre votre classe, convaincre les parents d'élèves, convaincre votre manager, eh bien, ça va être convaincre vos collaborateurs, convaincre dans une réunion, eh bien, ça va être une posture qu'il va falloir veiller à garder. Ça va être une respiration qui, à tous les coups, vous permettra de tenir plus longtemps, d'assumer une voix plus agréable, souvent un peu plus forte, et qui, en tout cas, tiendra plus longtemps, ce qu'on appelle la charge vocale. La charge vocale, c'est la somme de travail effectuée sur un temps donné par le larynx. Alors, je voudrais vous montrer une vidéo. Je voudrais vous montrer une vidéo de cordes vocales. Alors, pas pour vous faire peur du tout, mais pour vous expliquer deux choses très, très importantes. Voilà. Vous voyez, au ralenti, dans les graves, vous allez voir, plus on va dans les aigus, plus la vitesse, bien sûr, de l'onde muqueuse augmente. Et vous voyez aussi que l'amplitude diminue. Pour aller plus vite, il faut diminuer. Mais là, c'est vraiment au ralenti. Et l'accollement doit se faire sur toute la longueur des plis vocaux. Encore plus au ralenti, donc pour bien montrer que cette ondulation muqueuse, c'est ce qu'on va observer, elle doit être symétrique, elle doit être de bas en haut et non pas antéro-postérieure. Voilà, vous avez la trachée là, qui descend dans les poumons, vous avez ici le larynx et vous avez ici les cordes vocales. Nous sommes à l'avant, ici à l'avant, la langue est par là, vers l'avant, et nous sommes ici à l'arrière. Derrière la trachée se trouve l'œsophage. Est-ce que ça va à peu près pour tout le monde? Avant, arrière, trachée, œsophage caché qu'on ne voit pas ici, et ces deux rubans blancs nacrés sont les plis vocaux. On les appelle replis, on les appelle plis parce que ce sont des replis qui font saillie, vous voyez, ça fait une saillie à la paroi interne de la trachée, donc, et ils se trouvent en haut de cette trachée, vous voyez. Voilà, est-ce que ça va pour tout le monde? Je repasse. Vous voyez, au ralenti, dans les graves, vous allez voir, plus on va dans les aigus, plus la vitesse, bien sûr, de l'onde muqueuse augmente. Et vous voyez aussi que l'amplitude diminue. Pour aller plus vite, il faut diminuer. Alors, pourquoi je vous ai passé ça? Alors, j'arrive plus à repasser en grand. Je vous ai passé ceci pour vous faire comprendre plusieurs choses. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Donc, alors, vous voyez, je vais essayer de vous montrer donc comment, voilà, vous voyez ce que vous venez de voir. Vous venez de voir ces replis là. Vous les avez vus à l'horizontale. Vous les avez vus de dessus, comme sur la deuxième image. Vous les avez vus de dessus et vous voyez qu'ils sont horizontales tout en haut de la trachée. Et ça ressemble à un petit ciseau dont vous voyez, l'avant est là et l'arrière est là. Ce qui est mobile, c'est la partie arrière des plis vocaux. Donc, voilà ce que vous venez de voir et vous l'avez vu parce que la personne avait une caméra, la personne avait ouvert la bouche, avait une caméra juste au-dessus de la trachée et c'est ce que vous avez vu, c'est le mouvement que vous avez vu. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez ce qu'on a vu? Est-ce que vous comprenez ce qu'on a vu? D'accord, limpide, merci Cyril. Merci Diane, merci tout le monde. Très bien, merci. Donc, je continue. Alors, pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça pour vous faire comprendre qu'en fait, eh bien, vous vous trouvez face à un organe très compliqué. Là, on a vu les cordes vocales, vous avez vu comment ça fonctionne, vous avez vu qu'en fait, ces petites cordes qui sont toutes petites et qui sont coincées là à un endroit qui sert à la fois à respirer, à déglutir et à parler, eh bien, ces cordes vocales vont être extrêmement sollicitées et surtout, elles vont avoir un rôle d'abord de sphincter, c'est-à-dire un rôle, vous voyez, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre à des fréquences, à des fréquences très, très importantes, puisque chez la femme, on est à 200 en moyenne par seconde, chez l'homme, 100 par seconde, eh bien, elles vont s'ouvrir et se fermer comme ça, très, très rapidement, en laissant passer des poufs d'air. Et donc, pourquoi je dis que c'est un sphincter? Parce que ça ressemble exactement au fonctionnement de l'anus, du vagin, de la vessie, du mamelon, des lèvres, des narines, des oreilles, enfin non pas les oreilles, pardon, du mamelon, des narines
et des lèvres, pardon, c'est les lèvres. Et donc, en fait, c'est vraiment une muqueuse avec du muscle à l'intérieur qui serre, qui lâche, qui serre, qui lâche, etc. Et tout comme moi, vous savez bien qu'un sphincter s'éduque, qu'un sphincter est aussi relié aux émotions, est relié aux pulsions, est relié très souvent à la sexualité. Or, eh bien, le larynx est un organe sexuel secondaire dont le fonctionnement est extrêmement codé par la société. Il convient à une femme de s'exprimer de telle ou telle manière, à un homme de s'exprimer d'une autre. Alors maintenant, on sait qu'on est tous en train de déconstruire le genre, hein, mais c'est très d'actualité. Mais enfin, justement, comment va-t-on déconstruire le genre? Puisque la voix nous parle énormément du genre. Mais la voix nous parle également énormément de la société et la voix nous parle également énormément du regard que nous portons sur notre corps, sur notre genre, du regard que nos parents ont porté sur eux et de ce qu'ils nous ont inculqué, à faire avec notamment notre bouche, et notamment notre son, nos sons, notre capacité à faire des sons. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas libres à cet endroit, et c'est impossible, on ne peut pas être libre avec un sphincter. Ce sphincter, normalement, s'éduque, il est fragile, la plupart du temps, il nous échappe au démarrage, il nous échappe, et c'est aussi quelque chose qui, bien évidemment, la plupart du temps, nous lâchera à la fin de notre vie, parce que, bien évidemment, comme le reste du corps, la voix est vieillie, la voix s'affaiblit, perd en intensité, s'aggrave chez la femme et devient plus aiguë chez l'homme. Et bien évidemment, si on veut garder une voix jeune, eh bien, il faut l'entretenir comme n'importe quel autre muscle du corps. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Ça veut dire que la voix, eh bien, les émotions, les contrariétés, le stress, tout ça va avoir une influence considérable sur la manière dont vos cordes vocales s'ouvrent et se ferment, sur la manière dont vous respirez, sur la manière dont vous vous tenez. Eh bien, tout ça affecte le fonctionnement de l'appareil vocal et va donc bien évidemment affecter la qualité des sons que vous allez produire. D'où l'importance pour MGN de s'occuper, n'est-ce pas, de s'occuper de la voix des personnels dont c'est l'instrument de travail principal, parce que bien évidemment, chez eux encore plus que chez les autres, eh bien la voix va être soumise à rude épreuve. Donc voilà, alors vous comprenez que il va falloir travailler ce sphincter, il va falloir l'éduquer et lui donner des bonnes habitudes. Alors, quelles bonnes habitudes pour un sphincter si sollicité et qui présente, ma foi, des caractéristiques très étranges, hein, qui font de lui à la fois un sphincter vraiment relié au pulsionnel, relié à l'instinct de survie et aussi un vibrateur extrêmement sophistiqué. Eh bien, il y a des bonnes habitudes. C'est d'abord préparer la musculature, préparer son corps avant d'avoir une performance vocale à effectuer, que ce soit en tant que manager, en tant que soignant, quand on fait des transmissions par exemple, ou en tant qu'enseignant, bien évidemment encore plus. Quand on est enseignant, ça va être vraiment important de préparer la rentrée, de préparer la musculature à la rentrée, ça c'est vraiment important. Il va être important, bien évidemment, de reposer, d'étendre sa voix et son cerveau. Je dis bien et son cerveau après l'effort. Parler est un geste psychomoteur, voilà, qui engage à la fois les forces physiques, intellectuelles et affectives de l'individu, de l'être, et qui, bien évidemment, pompe à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut parfois débrancher, arrêter de parler, arrêter d'être dans l'interaction. C'est aussi valable pour les personnels soignants, pour les psychologues, qui sont souvent extrêmement fatigués après une journée entière passée dans des entretiens avec des patients, des entretiens parfois éprouvants. Pour les orthophonistes, c'est bien évidemment la même chose. Nous sommes des professionnels de la voix. Les gestes à privilégier, eh bien, ça va d'abord être connaître sa voix, connaître sa structure vocale, et puis, par exemple, apprendre à tirer profit de la posture pour une meilleure qualité vocale. C'est ce que je vous ai fait faire en premier. Il va falloir apprendre. Si vous ne saviez pas respirer, vous seriez mort. Donc, vous savez respirer, mais il va falloir prendre conscience des différentes manières qu'on peut avoir de se servir de ses abdominaux, de son diaphragme, de ses côtes, de sa cage thoracique, de son dos, de sa nuque,
De ses lèvres pour l'articulation, faire de la gymnastique de lèvres, de langue, du voile du palais, de la mâchoire. Et puis, chanter pour moduler un peu sa voix, chantonner, vous voyez. Et ça, ce sont des gestes vraiment à privilégier que la voix aime énormément. On va rentrer un peu plus dans les détails avec quelques pratiques. Mais la voix aime aussi beaucoup le silence, le calme. La voix aime l'hydratation. Buvez beaucoup. La voix adore ça. La voix aime bien évidemment aussi qu'on travaille la tonicité corporelle. Il est important, quand vous êtes professionnel de la voix, de garder une activité physique, ne serait-ce que de faire un peu de vélo, de la natation ou de courir raisonnablement en forêt, par exemple, le dimanche matin, qui est 1 heure, sans que ce soit 1 heure d'affilée, bien évidemment. La voix, bien évidemment, aime la marche. Vous voyez, on a besoin d'être tonique, on a besoin d'avoir des muscles, on a besoin d'avoir des muscles qui seront à disposition de tout cet organe, de ces organes et de cet appareil phonatoire que je vous ai montré. Vous voyez, ces tout petits mouvements qu'on a dans la gorge nécessitent énormément de tuteurs pour les supporter et pour les faire fonctionner. Et c'est ces tuteurs-là sur lesquels nous avons une emprise, parce que nous n'avons pas de maîtrise des cordes vocales. On ne peut pas mettre ses doigts dans sa gorge, aller au fond de sa trachée pour aller, enfin pas au fond, au début de la trachée pour aller toucher les cordes vocales et dire, bah non, je vais les faire vibrer plus vite ou moins rapidement. Vous voyez, ça n'existe pas, c'est absolument impossible. Donc, on va avoir une espèce d'action. Quelle action nous est possible? Eh bien, l'action qui nous est possible, c'est l'action sur le corps et c'est l'action sur à la fois le corps pour produire un geste vocal efficace, économe en énergie, sans forçage vocal. Et ça va être aussi, et j'en parlerai dans le deuxième webinaire, dans le second webinaire, ça va être aussi veiller à avoir une communication efficace pour nous éviter de répéter, pour être compris rapidement et avoir de bonnes relations avec son auditoire. Ça, c'est quelque chose qui va nous aider aussi à protéger la voix. Vous voyez? Donc, on a plusieurs fronts à traiter quand on parle de la prévention des troubles de la voix chez le professionnel. On a à la fois le travail de l'outil, certes, mais vous avez aussi bien tout ce qui est avec, c'est-à-dire le travail de votre discours, la manière dont vous communiquez, et la plupart du temps, le travail de votre organisation de travail, l'organisation professionnelle, de façon à pouvoir détendre, reposer votre voix, ce qui signifie faire des pauses. Ça veut dire agir consciemment sur l'organisation du travail, faire des pauses. Et puis, ça veut dire aussi souvent essayer de voir comment vous pouvez adapter votre environnement de travail acoustique, c'est-à-dire quelquefois des salles qui ne sont pas acoustiquement adaptées, qui ne font pas rayonner la voix. Et bien, ma foi, vous avez des manières vous pouvez les adapter, vous pouvez faire quelque chose pour que ça s'arrange un peu. Là, je parle plutôt aux enseignants, mais pour tout ce qui concerne les managers, par exemple, qui ont des locaux souvent un peu plus adaptés, il est quand même largement conseillé de ne pas avoir 3 ou 4 visios dans la journée, de prendre le temps de se reposer entre chacune des visios, de bien s'hydrater, d'avoir fait quelques exercices de souffle tels que ceux qu'on a fait tout à l'heure le matin avant de partir, quand on sait qu'on va avoir beaucoup de visio, quand on sait qu'on va avoir une prise de parole en public, etc. Et pour les soignants, alors les soignants qui se plaignent la plupart du temps jamais de leur voix, eh bien, il va quand même être important de soigner la qualité de votre voix, parce qu'une voix harmonieuse soignera beaucoup mieux qu'une voix agressive, mal placée, nasillarde, suraiguë, stridente, comme on entend trop souvent dans les couloirs des CHU ou des CH tout court. Voyez. Et puis pour les psychologues, c'est une autre histoire. Souvent, les psychologues ne parlent pas très fort et ça peut très bien fatiguer la voix de ne pas parler assez fort ou de parler également trop longtemps. La consultation clinique que j'ai moi-même, que j'ai beaucoup pratiquée et que je vais probablement reprendre bientôt, eh bien, fatigue énormément la voix. Tout ce qui est obligation de parler et ou de chanter est générateur et favorisant et générateur de pathologie et de fatigue vocale. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, on va essayer de voir quels exercices on peut faire qui soient bons pour la voix. Et je parlerai des autres aspects que je viens de citer dans le webinaire suivant qui aura lieu le 19 octobre.
Alors, eh bien, quoi faire? Contre la fatigue, le malmenage et forçage vocal, nous avons fait un exercice de souffle qui est également un exercice relaxant. Vous voyez, qui est également un exercice relaxant. Donc, vous voyez, il est très important de faire de la sophrologie, relaxation, yoga, qigong, pilates, respiration complète. Vous voyez, il y a plein de techniques maintenant qui viennent. Et puis, il y a un exercice de phoniatrie qui s'appelle la relaxation les yeux ouverts. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de faire. Donc, ça, c'est très important. Il faut savoir que la méthode Feldenkrais, c'est la technique Alexander, eh bien, sont d'excellentes techniques pour garder des voix saines, jeunes et souples. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire, probablement à l'issue, le 20 octobre, à l'issue des 2 webinaires, vous recevrez des livrets MGEN portant sur la prévention des troubles de la voix, mais aussi la voix avec un masque, en situation masquée, et aussi sur la communication, la prise de parole en public. Vous recevrez 3 livrets dans lesquels vous retrouverez des choses que je suis en train de dire et sur lesquelles je ne peux pas m'appesantir étant donné le temps qui m'est imparti. Pour le réveil du corps, eh bien, vous pouvez tapoter votre visage et votre corps, vous pouvez vous étirer. Je vous invite à le faire derrière votre écran, tapoter avec votre main délicatement vos joues, tapoter votre front. Et ça, c'est très bien à faire le matin, vous voyez. Tapoter un peu, suivez vos pommettes, suivez votre mâchoire, tapotez peut-être un peu aussi vos lèvres, passez un peu vos mains sur vos coups et sentez bien le contact peau à peau, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez bien évidemment masser vos cervicales. Les cordes vocales se trouvent à 2 cm des cervicales. C'est quelque chose de très important à faire, masser vos cervicales. Et puis, vous pouvez, tout en déverrouillant votre bassin, c'est-à-dire en pliant vos genoux, vous mettre debout, plier vos genoux, étirez-vous. Et ça, c'est un excellent exercice le matin, c'est une excellente hygiène corporelle de s'étirer, même dans le lit, debout, tout en bougeant un peu son bassin pour ne pas trop se cambrer. Alors justement, comment embellir sa voix et la rendre harmonieuse? Eh bien, il faut se détendre physiquement, pratiquer par exemple le yoga, pratiquer certaines techniques que je viens de citer, que vous trouverez dans le livret. Il faut donc faire beaucoup de souffle, respirer, s'allonger par terre sur du parquet, avec 2-3 petits tapis très, très, très fins, mettre une chaise par exemple devant soi, mettre ses genoux, ses jambes sur la chaise et être sur du dur, il faut vraiment être sur du dur et laisser le corps se réaligner comme ceci tout en respirant. Vous savez, le larynx, c'est un peu comme un mollusque, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du larynx, le larynx est une coquille composée de cartilage très, très, très solide, très dur, très résistant qui le protège. Et à l'intérieur, nous avons ces petites cordes vocales qui nous maintiennent en vie avec les 3 fonctions qu'elles remplissent. Eh bien, ce qui est important, c'est de comprendre que il y a plein de replis. Il y a plein de replis, un peu comme dans les mollusques, dans les crustacés. C'est une coquille avec plein de replis à l'intérieur. Et on a remarqué que lorsque les replis s'étiraient, comme un accordéon, ça s'étire, eh bien, le larynx se détend. Et au contraire, quand les replis se compriment, eh bien, le larynx se fatigue. Eh bien, lorsque vous respirez, vous étirez les replis du mollusque. Et quand vous déglutissez, vous étirez les replis du mollusque, vous voyez. Et ça, c'est absolument nécessaire pour détendre sa voix, la reposer et avoir une voix plus agréable. Maintenant, si vous avez vraiment une voix désagréable, il faudrait déjà l'entendre. Mais en tous les cas, je vous conseille d'aller voir un ORL qui vous enverra ensuite probablement avec une ordonnance chez une orthophoniste qui vous permettra, il y en a une excellente orthophoniste en Martinique, vous avez un excellent groupe d'orthophonistes en Martinique, en Guadeloupe, il y en a aussi, mais moins. Je ne connais pas celle de Guyane, mais en tout cas, je sais qu'en Martinique, il y en a beaucoup, je les connais. Vous pouvez travailler avec l'orthophoniste à essayer probablement de comprendre pourquoi le timbre ne vous plaît pas, pourquoi ce timbre est peut-être trop strident, trop nasillard, vous comprenez peut-être, vous gérez mal les résonateurs, vous ouvrez peut-être trop la bouche ou pas assez, vous ne travaillez pas complètement avec les lèvres, etc. Vous voyez, donc tout ça va compter, tout ça va compter. Alors, pour mettre le corps à disposition, j'ai oublié un S, et pour justement
se préparer, puisque j'en étais là, pardon, excusez-moi. Alors, j'ai fait sauter le truc, voilà. Eh bien, on va avoir aussi, donc j'ai dit tapotement du visage et du corps, s'étirer. Donc ça, je vous invite vraiment, j'ai parlé un peu longtemps là, mais je vous invite à vous étirer justement, à étirer le bras droit vers le plafond et le relâcher, à étirer le bras gauche vers le plafond, paume de main retournée comme si vous vouliez vous accrocher au plafond. Voilà, ça c'est très important. Et souffler en même temps. Vous voyez, vous allez vers le haut avec les mains, vous allez coller vos paumes de main vers le plafond et vous soufflez en même temps. C'est très, très important. Vous voyez, vous pouvez faire ça. C'est un moyen de se réveiller. Et le training quotidien, ça va être une première chose, par exemple, ce qu'on appelle les massages vocaux pour préparer sa voix à la performance vocale. Vous voyez, donc les massages vocaux tels que le ronron. Alors, le ronron, c'est c'est le bruit que fait un crapaud ou un chat quand il ronronne. On peut le faire bouche fermée. Et je vous conseille d'essayer de le trouver, mais si jamais ça vous fait mal, arrêtez tout de suite de le faire. Prenez la posture 2, la posture qui était agréable pour vous. Prenez la posture 2, gardez-la. Et tous les exercices que je vais vous proposer maintenant, faites-les avec cette posture, avec le souffle que nous avons dégagé, le souffle 2. Ensuite, ouvrir et fermer ses plis vocaux, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu compliqué. En revanche, vous allez pouvoir faire ce que j'appelle la mobilette. La mobilette, je fais des fausses manipulations. La mobilette, c'est faire... Voilà, ça veut dire que vous allez mettre vos deux lèvres l'une en contact, en pression l'une contre l'autre. Auparavant, vous les aurez un petit peu humectées avec votre langue. Vous humectez les deux lèvres avec votre langue et vous allez faire ce bruit sans du tout forcer sur la gorge, sans du tout donner de force sur la gorge. Donc, il faut bien prendre la posture de tout à l'heure et vous pouvez poser une main sur votre ventre, une main sur vos côtes. Respirez un peu comme tout à l'heure. Faire de petites mélodies. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui chatouille? Le chat a pris peur. Mince. Alors, je suis en train de rendre la voix harmonieuse. Voilà, rendre la voix harmonieuse, c'est vraiment quelque chose qui va toucher à la fois le souffle, la posture, l'articulation. Donc, il faut éventuellement aller en parler à un ORL ou alors prendre aussi des cours de chant, si vous avez de bons professeurs. Il y a un bon professeur de chant en Guadeloupe, en Martinique. Non, elle est en Guadeloupe, je crois. Oui, elle s'appelle Cyril. Son nom de famille, c'est Cyril. Elle s'appelle son nom de famille, c'est Cyril. Elle est professeure de chant en Guadeloupe. Je pense qu'elle se déplace aussi beaucoup en Martinique. Alors, comment augmenter le volume de sa voix quand on ne parle pas assez fort? Eh bien, il va falloir à la fois se relaxer et à la fois travailler ce que je suis en train de vous montrer. Notamment ce que je suis en train de vous montrer, et on va continuer là-dessus. Comment éviter les ronflements la nuit? Est-ce que boire de l'eau glacée abîme les cordes vocales? Tout ce qui est démesuré abîme les cordes vocales. Pas d'excès pour les cordes vocales, pas froid, pas chaud, trop chaud, pas d'excès avec les cordes vocales. Alors, je vois que Valence rit, je ne sais pas trop pourquoi. À cause du chat peut-être. Voilà. Alors, on va reprendre. Donc, vous voyez, ça, vous pouvez faire. C'est un excellent exercice de préparation. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est tirer lentement, très, très lentement la langue, ce que j'appelle l'exercice du Vésuve. Vous allez très, très lentement tirer la langue. Je vais essayer de me remettre à l'écoute. Donc, j'avais montré tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez, par exemple, aussi faire tirer la langue, mais très lentement. Très, très lentement, pardon.
Donc, très lentement. Et vous pouvez la laisser ce qu'on appelle en troisième lèvre. Vous pouvez passer l'aspirateur, faire la vaisselle, la langue en troisième lèvre. Et puis la tirer un peu. Ça va ouvrir la gorge. Ça va beaucoup détendre en cas de gorge serrée. Alors, et avec la langue comme ça, je défie quelques-uns de répéter « Kiki aimait beaucoup Coco, le concasseur de cacao ». Kiki aimait beaucoup le coco, le concasseur de cacao. Aime beaucoup Coco, le concasseur de cacao. Kiki aime beaucoup Coco, le concasseur de cacao. Faites-le et avalez votre salive ensuite et essayez de voir comment la salive passe. Il faut vraiment vous donner le mal de le faire, que je ne sois pas seule à être ridicule, sachant que le ridicule ne tue pas. Sans ça, il y a longtemps que je serais morte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci NGF. C'est un excellent exercice contre la fatigue vocale. Ça vous détend la gorge, ça permet le passage de la salive, ça ouvre la gorge à l'extérieur. Ça dégagez par ici. C'est très, très important. Voilà, vous pouvez donc évidemment faire ceci. Vous pouvez donc vous amuser, par exemple, à faire des alternances de voyelles orales et voyelles nasales pour faire travailler votre palais. Vous voyez, le voile du palais, il se soulève à l'arrière et il est dur à l'avant. Donc, à l'avant, il ne bouge pas, il est fixe, mais à l'arrière, il va se soulever ou s'abaisser en fonction des sons que nous avons à produire. Dans la langue française, vous avez beaucoup de sons nasaux, tels que on, en, un, m, n, tout ça. En anglais aussi, il y en a beaucoup. Hein. Donc, tout ça sont des sons pour lesquels le voile du palais doit s'abaisser pour que l'air puisse passer par le nez. En revanche, lorsque vous faites des voyelles, des sons oraux, tels que A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, eh bien, la bouche, le voile du palais doit se relever à l'arrière de façon à empêcher l'air de passer dans le nez, hein, pour que ça ne devienne pas maman, j'ai acheté des chaussettes, ça deviendrait j'ai acheté des chaussettes. Et ça nous donne quelque chose d'absolument insupportable. Mais certaines personnes parlent comme ça. Hein. Donc, il y a quelque chose de très important à faire aussi qui va vous faire prendre conscience de votre voile du palais, qui est, par exemple, vous pouvez faire et avec ma main, je mime ce que fait le voile de mon palais à l'arrière de la cavité buccale. Hein. Le voile du palais se relève, s'abaisse, se relève, s'abaisse. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Allez-y, à vous. Très bien, vous pouvez faire aussi sur allez-y. Pour le haut, il faut avancer un peu les lèvres parce qu'un haut, ça demande de mettre la bouche en cul de poule. Hein. Haut, haut, sans crisper trop ses lèvres néanmoins. Haut, 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 haut. Voilà, on avance un peu ses lèvres. Si vous faites ça va pas aller. Ça va vous faire mal, ça va pas aller. Les lèvres ont extrêmement d'importance pour la place de la voix. Il est important qu'elles fassent les mouvements des phonèmes sans se durcir, se contracter. Et vous savez, les lèvres sont un sphincter. Donc, il est soumis également de la même manière aux émotions, aux angoisses. On connaît des gens qui n'ont pas de lèvres, qui sont très crispés de la bouche, vous voyez, et c'est quelque chose de très désagréable finalement à regarder. Hein. Donc voilà, alors vous pouvez faire également
Donc là, c'est pareil. Et, un, et, un, et, un, et, un. En ouvrant un peu la bouche, en laissant bien vos lèvres, la bouche, les lèvres verticales, et non pas parce que là, bien évidemment, là, vous voyez que ça ne va pas, c'est pas joli, la voix est stridente. Elle est stridente, pourquoi? Parce que je n'ouvre pas assez la bouche et parce que je pousse l'air dans le nez et du coup, c'est à la fois strident et nasal. Vous voyez? Alors, pour que ça ne soit pas strident et nasal, il faut détendre un peu sa mâchoire, voilà, voilà, bien faire les mouvements que chacun des phonèmes, que chaque phonème de la langue française demande. En l'occurrence, si on fait eh, 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 on a la bouche un tout petit peu ouverte, les lèvres sont assez neutres, surtout pas ça va nous fatiguer. Donc et un, c'est pareil, juste le voile du palais va s'abaisser pour que l'air passe par le nez. Pour preuve, je vous engage éventuellement à prendre un petit miroir et à mettre le miroir. Moi, je prends mon téléphone, je mets le miroir sous le nez. Quand je fais quand je fais il n'y a pas il n'y a pas de passage d'air sur mon téléphone. Et lorsque je fais et bien là, il y a de la buée sur mon téléphone. Donc ça, c'est la preuve que si, par exemple, vous faites à la personne qui m'a demandé comment faire pour avoir une voix plus agréable, il faut savoir pourquoi votre voix est désagréable et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette voix. Et en tous les cas, une chose est certaine, c'est que si vous parlez en ayant la voix comme ça et en étant tout le temps un peu dans le nez, vous allez voir de la buée constamment sur votre téléphone. Et notamment, il faudrait vous entraîner à faire A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Et là, normalement, il n'y a aucune buée sur le téléphone. En revanche, si vous faites on en un, il y a beaucoup de buée sur le téléphone. Hein. Donc voilà, on a à travailler la mobilité comme ça du voile du palais. C'est très important pour avoir une meilleure qualité vocale et surtout pour préparer la musculature nécessaire à une voix efficace. Hein. Voilà, il y avait aussi quelque chose d'important, c'est la mâchoire. Donc la mâchoire, on va aller masser près des oreilles le gros muscle énorme qui s'appelle le masséter. Le muscle masséter, il se trouve là, et on va le masser. C'est lui qui va nous permettre un peu de détendre l'ouverture. Hein. On va le masser en avant, en arrière, éventuellement détendre sa mâchoire avec lui, faire tomber la mâchoire et le masser en avant, en arrière. Voilà. Et ensuite, on peut assouplir un peu sa bouche, assouplir la mâchoire. Voilà. Voilà, la langue. Voilà. Et quand vous avalez, quand vous déglutissez, ça aide aussi. Alors, on va faire quelques sons. À vous et très bien. Mais je crois, alors, pour quand le son se produit au niveau de la gorge, vous allez juste faire un peu comme ça. Quelque chose comme ça va vous aider à le décrocher de la gorge normalement. Et puis, donc, je vous demandais de faire des sons. Alors, prenez la position 2, le souffle 2. N'en changez pas quand vous allez faire le son. On respire un peu et à vous. Et voilà, très bien. En détendant bien la mâchoire, en laissant la langue très souple et en soulevant bien son palais. Mais ça va se faire naturellement parce qu'on vient de le travailler. À vous. Et très bien. Oh, allez-y. Et voilà. À nouveau. À vous. Très bien. Voilà. Et essayez de faire
en bougeant un peu la mâchoire. Très bien. Voilà, ça, c'est très bien. OK, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Eh bien, on peut travailler donc le moteur de la voix qui est le souffle. On l'a déjà un peu travaillé, mais vous pouvez faire, oui. Vous mettez votre main sur votre ventre, entre le nombril et le nombril et le pubis, et vous allez souffler en ch. Vous allez souffler en pressant votre ventre, vraiment comme si vous alliez le coller sur la lombaire qui se trouve derrière lui. Vous pressez ch, et vous relâchez. Mais quand vous faites ça, vous gardez bien la posture de tout à l'heure. Vous gardez bien la posture numéro 2 qui était confortable. Et vous laissez revenir. Et vous laissez revenir. Et vous laissez revenir. Très bien. Ça, on a besoin de ça le matin. On a besoin de ça aussi pour travailler la voix. C'est quelque chose de très important. Et petit à petit, vous allez aller de plus en plus vite et vous allez faire la locomotive. Et pas, ça n'est pas, c'est pas ça. Si vous avez le haut de votre corps qui va vers le bas au moment où vous soufflez, il faut changer. Hein, ça n'est pas ça. Donc, on va faire. C'est forçage vocal, ce que je viens de montrer. Non, on reste avec une bonne posture bien ancrée. On laisse sa nuque et ses épaules tranquilles. Hein, on peut détendre beaucoup aussi. J'ai demandé de masser la nuque, mais on peut bien évidemment détendre beaucoup ses épaules et on va Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va pour tous? Merci Richard. Merci Régine. Stéphanie, merci. Donc, je continue. Et vous allez maintenant, en faisant ce mouvement que je viens de vous montrer, vous allez fixer. On va faire cet exercice extraordinaire qui s'appelle le Sagittaire, parce que les Sagittaires protégeaient la cité autrefois. Et donc, on pense que ça protège la voix, cet exercice. Donc, il a été nommé par un très grand phoniatre du XXe siècle, qui vit toujours. Il a été nommé le Sagittaire. Donc, on va fixer quelque chose et on va penser que l'on va parler à cette chose. Ça veut dire qu'avant de parler, on fixe son regard, on le donne pas, on le dirige vers une cible à laquelle on va s'adresser. Et ça, c'est absolument capital parce que de la qualité de votre regard et de la qualité de votre souffle dépendra la qualité de votre présence. Donc, et on regarde. Et je regarde et je décoche ma flèche. Ça veut dire que je pars pas vite, mais je finis fort et bref. Et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Plusieurs fois. Collez bien votre ventre comme si vous alliez le mettre sur vos lombaires, mais vous pouvez aussi garder une main ici. Très bien. N'allez pas vers le bas, c'est forçage vocal. Quand on va vers le bas, c'est forçage vocal. Ça va? C'est un excellent exercice. Maintenant, vous allez juste faire vous laissez l'inspire venir. Je recommence. Allez-y, à vous. Alors, à quelle fréquence? Ça dépend si vous êtes bien dans votre voix, vous pouvez vous amuser à les faire comme ça. Si vous avez quelques problèmes, enfin, je pense que c'est très variable. Mais enfin, en tous les cas, si vous les faites, si vous faites ça 2-3 fois par jour,
ça suffit, c'est parfait. Hein. Voilà. Ceux qui, en revanche, ont des problèmes vocaux, là, il faut vraiment suivre un trajet médicalisant qui va être celui dont je vais vous parler maintenant. Alors, est-ce qu'on voit mon PowerPoint ou pas là? Pour le moment, non. D'accord. Je vais vous inviter aussi à faire cet exercice pour les gens qui ont des problèmes avec les aigus, à faire la sirène, ce qu'on appelle la sirène. C'est ça, une sirène. Hein, c'est-à-dire on part du bas et on va vers le haut. Allez-y, à vous. Vous partez du plus grave de la voix. C'est comme une glace à l'italienne. Allez-y. Faites plusieurs fois. Très bien. Et vous allez, avant de la faire, vous allez faire pareil. Vous allez faire. Donc, vous faites la même chose. Hein. Vous laissez revenir l'air. Voilà, très bien. Et surtout, vous gardez votre posture 2. Très bien. Maintenant, vous allez justement imaginer que vous êtes une algue dans l'eau. Alors, l'algue dans l'eau, elle est un peu ballottée par les courants marins. Mais voilà, oui. Alors, ne me laissez pas avoir l'air ridicule toute seule. Hein. J'espère que vous pratiquez derrière l'ordinateur. Donc, voilà, l'algue dans l'eau, la nuque, le dos, le bassin, tout ça est chahuté par l'eau. Vous voyez, c'est l'algue dans l'eau. Allez-y. Très important. Alors, Simion, faites l'algue dans l'eau. Et Guadeloupe, faites l'algue dans l'eau. L'algue dans l'eau, c'est compliqué à faire? Ah non, pas l'algue dans l'eau. On imagine qu'on est une algue dans l'eau. Donc, voilà, on se laisse balloter par l'eau. On imagine. Hein, ça, c'est très important. Voilà. Et puis maintenant, ça va pour tout le monde, l'algue dans l'eau. Est-ce que ça va pour tout le monde, l'algue dans l'eau? Tout le monde arrive à s'imaginer une algue dans l'eau? Voilà. Alors maintenant, vous allez refaire la sirène en faisant l'algue dans l'eau. Allez-y. Allez-y, Guadeloupe et Simion, allez-y. OK. Est-ce que c'est plus facile en faisant l'algue dans l'eau? Ou pas? Voilà. Alors, normalement, le fait de bouger son dos un peu, de déplacer un peu les choses, favorise le passage du son. Alors, ce que je vous conseille quand vous coincez comme ça, hein, la sirène, c'est un excellent exercice pour apprendre à moduler sa voix, pour connaître un peu l'étendue qu'on a, l'étendue vocale. Eh bien, quand vous n'arrivez pas, vous bougez un peu le dos. Et puis ensuite, merci Simion, ensuite vous la refaites en gardant la posture 2. Vous voyez? Et là, bien évidemment, les voisins vont se poser des questions, mais moi, vous savez, je suis au siège national à Montparnasse, gare Montparnasse à Paris. Je suis au siège national de MGEN. Je suis totalement dans le noir parce que cette grande tour de 16 étages est plongée dans le noir à cause des restrictions d'électricité. Et donc, je suis seule avec ma loupiote dans un immeuble de 16 étages dont tout le monde est parti. Je suis seule à bord du navire. Donc, moi, mes voisins ne se posent aucune question, mais en revanche, j'ai un peu peur par moment quand je me dis, mince, je suis toute seule ici. Voilà. Et il fait nuit. Hein. Là, à Paris, il fait vraiment nuit. Hein. C'est un peu sinistre, ma condition là actuellement. Heureusement que vous êtes avec moi.
ça me donne une raison de continuer à ce webinaire. Voilà. Alors, je vais vous passer justement un petit, puis on va terminer, bien évidemment. Je vous remercie ceux qui sont encore là. C'est bien. Je vais continuer par vous donner courage, me dit Shotkan. Merci beaucoup. On connaît le couvre-feu, merci. Alors, je vais vous montrer une image. Je vais essayer de reprojeter mon PowerPoint. Voilà. Et je vous montre une image intéressante. Voilà. Voilà. Vous voyez, est-ce que tout le monde voit mon PowerPoint? Oui, on voit très bien. Bon. Donc, vous voyez que vous allez vous reconnaître. Hein. Je vous demande à quelle silhouette vous identifiez-vous. Moi, je vous dirai la mienne après. Alors, si tout le monde s'identifie en A, bah, écoutez, bravo. Hein. Bravo, bravo, parce que nous sommes tous des homo sapiens métissés de Néandertal, hein, et la position verticale qui est la nôtre n'est pas encore totalement apprivoisée par l'être humain. Alors, moi, tout le monde a trouvé un peu sa position. D'accord, très bien, je vois, très bien, merci. En général, on voit ça très rapidement. Alors, moi, j'étais la C. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me rapproche de plus en plus d'A, mais j'étais la C. Hein. Alors, vous voyez que si vous vous tenez comme ça, vous n'allez pas pouvoir avoir un souffle qui va se réaliser correctement, tant au niveau de la cage thoracique qu'au niveau abdominal. Si vous vous tenez comme ça, vous allez étirer vos cordes vocales et vous allez avoir une voix stridente souvent et ça va vous faire mal. Vous allez casser aussi la nuque. Ça va être compliqué aussi pour respirer ici. Vous voyez ? Si vous vous tenez les genoux verrouillés, comme c'est le cas de D, vous allez avoir un bassin qui va être un peu antéversé et ça va aussi être compliqué pour que le diaphragme descende, vous voyez. Et ici, si vous vous tenez avec les épaules remontées, alors là, c'est vraiment compliqué aussi d'avoir le cou et le larynx libre dans ces conditions-là. La mauvaise posture, la plupart du temps, la posture inadaptée, eh bien, va influer directement sur ce que vous faites avec votre souffle et donc directement sur ce que vous faites avec le larynx. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je vais continuer. Vous voyez, le larynx est une zone d'étranglement sensible au danger parce que c'est un sphincter. Et c'est pour ça qu'on ressent, vous voyez, qu'est-ce qu'on ressent, hein? On ressent ça, le ressenti corporel qu'on peut avoir, c'est ça coince, ça serre, rien ne sort, ça reste là. Je sens une boule dans la gorge, je racle. Tout ça, c'est le sphincter. Tout ça, c'est la problématique, les avatars du sphincter. Et puis, bien évidemment, à l'arrière, eh bien, il y a une émotion. Ça coince, ça serre parce que je dois tout contrôler, j'y arrive pas, il ne faut pas que je pleure, j'ai peur de décevoir, ça me stresse, etc., je me sens nulle. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on vit les uns et les autres avec notre voix. Hein, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Alors, qui consulter en cas de problème, hein? Alors, on va plutôt faire quand consulter. Quand consulter? Quand il y a une altération durable de la voix ou que vraiment votre voix ne vous plaît pas. Lorsque votre voix porte de moins en moins. Lorsque vous ne pouvez plus moduler. Et lorsque vous êtes tout le temps essoufflé. Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, vous avez mal, des sensations douloureuses à la gorge, vous êtes enroué constamment, vous êtes régulièrement aphone, votre respiration est toujours très haute en poitrine, vous avez des douleurs au niveau du cou, des épaules, vous avez l'impression d'être inefficace en classe et vous rythmez toute votre vie en fonction, notamment les enseignants qui disent je ne vais pas voir les Dupont samedi parce que je ne peux plus parler, j'en peux plus. Vous voyez ? Eh bien, là, il va falloir aller consulter. Alors, qui consulter? Eh bien, qui consulter? Eh bien, tout d'abord, bien évidemment, votre généraliste, à qui il va falloir dire, donc si c'est le cas, docteur, je suis un professionnel de la voix, j'ai des problèmes de voix, une opération des cordes vocales, ça coûte très cher à la sécurité sociale, 1 mois d'arrêt de travail, 6 jours de silence total, une anesthésie générale et de la rééducation en préopératoire et en post-opératoire. Docteur, ça coûte très cher à la sécurité sociale. Ayez la gentillesse de m'envoyer directement chez l'ORL. Il y a alors ce coup-ci en Guadeloupe
au CHU de Guadeloupe, le professeur, je crois que c'est Duclos, le professeur Duclos, Régine Duclos, qui a un excellent service d'ORL. Elle fait un travail remarquable sur la prévention des cancers ORL en Guadeloupe et elle fait un très bon travail. Donc, le professeur Duclos, je crois, est phoniatre également. Le phoniatre, c'est le spécialiste de la voix, de la déglutition, de l'articulation et du bégaiement. Donc, elle examine très bien le larynx. Donc, il faut absolument que le généraliste vous envoie chez l'ORL. Et c'est l'ORL qui vous prescrira une ordonnance pour aller chez l'orthophoniste. Et cette ordonnance vous permettra d'être totalement, intégralement remboursé des séances de rééducation. Je ne parle pas des autres spécialistes parce que je suis déjà très en retard, donc je ne veux pas vous ralentir plus. Mais en tous les cas, c'est important de connaître ces interlocuteurs qui vont être vos interlocuteurs principaux. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de voir que vous avez affaire à un bon praticien? Eh bien, c'est les choses suivantes. C'est tout d'abord, il doit partir de vos retours, c'est-à-dire il doit toujours vous écouter et non pas parler à jet continu tout seul. Il part de vos retours. Il a un objectif pédagogique précis qui généralement vient de vous lorsqu'il démarre un exercice. Il a un objectif par séance et non pas 15 dans tous les sens. Ce n'est pas possible. Vous êtes, pour ceux qui sont enseignants, et peut-être les médecins, s'il y en a parmi nous, vous savez très bien qu'on fait un objectif par séance. On ne va pas apprendre plus d'un objectif. Ce n'est pas possible. La voix, c'est pareil. Il faut structurer clairement sa séance. Il faut qu'il n'aille pas trop vite, qu'il vous laisse bien le temps d'intérioriser ce qu'il vous dit. Qu'il soigne les consignes très claires, très courtes, précises, que vous les compreniez. Qu'il vous interroge fréquemment sur ce que vous vivez avec les expériences corporelles qu'il vous demande et qu'il reformule lui-même systématiquement votre retour. Voilà. Alors, un bon exercice, c'est un exercice dont les bénéfices s'apprécient sur tout le corps. On vous fait un exercice sur la mâchoire, il faut que vous vous sentiez mieux posturalement au niveau de la posture, que vous vous sentiez mieux au niveau de la respiration et mieux au niveau de la phonation. Ensuite, voilà, je terminerai avec ça, qui est vraiment l'esprit dans lequel il faut aller à la rencontre de sa voix. C'est Catherine Bancel, orthophoniste à Paris, 40 ans à la PHP, pionnière de l'introduction des méthodes psychocorporelles dans l'orthophonie, certifiée en thérapie manuelle chinoise, initiée à la psychophonie par Marie-Louise Auchier, certifiée Ostéovox. C'est une très grande orthophoniste et elle disait toujours, quand elle fait travailler la voix, elle travaille toujours, mieux vaut sentir que réussir. Donc, ne cherchez pas à imposer à la voix quelque chose qu'elle n'est pas prête à vous donner. Ne vous fixez pas sur le résultat, fixez-vous sur le chemin. Confiance et sérénité dans l'erreur, ça veut dire qu'il ne faut pas s'affoler si on n'y arrive pas. C'est pas grave, ça viendra la prochaine fois. Voilà, et comme je viens de le dire, ce qui est vraiment capital, c'est le voyage. Voilà, Suzy, c'est ça, c'est Suzy. Elle est extraordinaire, Suzy du Flow. Elle est magnifique. Oui, son travail est un travail énorme. Voilà, donc je vais terminer là maintenant. Si tu peux me remettre en grand, parce que je ne me vois pas, c'est pénible. Je ne sais pas comment le rétablir, Bastien. Voilà, merci beaucoup, Bastien. Merci, je te remercie. Voilà, merci aux 37 qui restent. Vous étiez 52 au départ, vous êtes restés vraiment très longtemps. Vous allez recevoir donc le livret, vous allez recevoir un lien dans lequel il y aura un petit questionnaire d'évaluation, 10 questions très rapides pour nous permettre de vous rejoindre dans vos préoccupations. MGN est toujours très proche de ses adhérents. Nous avons, et j'ai particulièrement à cœur en tant que chargée de prévention pour la prévention des troubles de la voix, de vous rejoindre là où vous vous trouvez. Ma voix est la voix est ma passion. Donc, j'ai toujours hâte de vous rencontrer. C'est toujours un grand plaisir pour moi et de venir surtout vous retrouver là où sont vos préoccupations. J'ai été contente de voir que nous avions évidemment beaucoup d'enseignants, que j'étais un public que j'apprécie et que j'estime énormément, mais nous avions aussi d'autres professionnels, des administratifs. J'ai vu des soignants, voilà. Et ça, c'est très important pour nous parce que nous sommes vraiment de plus en plus à l'écoute de ces personnels et nous leur proposons
nous allons évidemment, bien sûr, aussi leur proposer tout un travail sur la voix qui témoigne donc de l'expertise de MGEN. Dans la matière. Je vous remercie. Le prochain webinaire sera le mercredi 19 octobre à la même heure sur les mêmes créneaux. Je n'ai bien sûr pas tout dit, c'est pour ça que je vous invite à mettre le nez dans les 3 livrets qui vous seront envoyés, qui sont des livrets vraiment de qualité avec des grandes signatures CNRS, entre autres, hein, et le docteur Lys Crevier-Buchmann, qui connaît très bien le docteur Duflo d'ailleurs, qui a validé tous ces livrets qui ont été écrits par MGEN et moi-même, bien sûr. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci surtout d'ouvrir le lien d'évaluation qui vous sera envoyé. Et donc, si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour le 19 octobre, eh bien, faites-le. Nous aurons la suite de la grande aventure. Au revoir. Merci beaucoup.